Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, je déclare l'état de bonheur permanent. Bienvenue à Rites et Traditions sur Africable Télévision. L'insolite, l'inhabituel, le surnaturel et la mystique régissent la vie africaine. Très souvent, ces opinions traduisent une totale méconnaissance ou un mépris souverain du savoir-faire et du savoir-être d'Afrique. Rites et Traditions est une émission qui souhaite tirer des traditions africaines des choses très utiles pour le présent. Car pour l'occidental, ou disons plutôt pour l'homme moderne, tous les phénomènes non encore expliqués par la science tombent irrémédiablement dans le vaste domaine du hasard ou de la fatalité pour ceux qui sont encore croyants. Mais pour l'homme africain, rien n'est dû au hasard. Tout a une explication. Il n'y a pas d'effet sans cause, encore moins de cause sans effet. Aujourd'hui, autour du feu, nous sommes à la découverte de Ségou au centre culturel Corée. Je suis on ne peut plus honoré de recevoir pour vous Monsieur Yamoussa Koulibaly, ancien maire de la commune rurale de Pelengana, directeur de Cap Bamako Centre Commercial, ce professeur d'enseignement secondaire général, après de bons et loyaux services, fut admis à faire valoir ses droits à la retraite. Professeur Koulibaly, bienvenue à Rites et Traditions. Culture et gouvernance. Quelle était l'organisation sociopolitique du royaume bamanan de Ségou? Bon, l'organisation sociopolitique, prenons d'abord la société. C'était une société hiérarchisée. Bon, évidemment, quand on parle aux hommes, c'est par rapport au niveau, par rapport à l'entendement de tous et chacun. Bon, le commun des mortels parle généralement de deux classes. Il y a les hommes libres, engouement horon, et puis il y a les hommes de caste. Voici les deux catégories socio-professionnelles que l'on rencontre dans le royaume. Mais si nous disons en Bamana les castes, Nyamakala, Nyamakala ni horon. Bon, les Nyamakala en fait, qui ils sont? Parce que cette région a eu tellement de vagues d'individus qui sont venus s'ajouter au Bambara à travers vraiment les conquêtes, à travers les immigrations. Chez nous, quand on parle de Nyamakala, il s'agit de trois catégories d'individus. Djeli. Djeli Bamana Nyamakala. Ça, c'est les maîtres de la parole. Ensuite, il y a les captifs. Les captifs. Anga Djong. Enfin, il y a les forgerons. Voici les trois catégories de castes que l'on trouve en milieu bamana. Bon, demandez à Jules 4. Il y a les classes maraboutiques. Bon, chez nous, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Bon, chez nous, en milieu bamana, quelle est la fonction du captif? Le noble n'égorge pas. S'il s'agit d'égorger des animaux, ça c'est le travail du captif. Ensuite, quel est le travail du forgeron? Et de la forgeron, c'est la circoncision. On va en venir sur moi. C'est la circoncision, c'est l'excision. Mais, quand tu lis, et maintenant les savants, les grands intellectuels, ont réfléchi, ont écrit sur la cosmogonie, sur les rites, sur la sociologie bamana. Bon, celui qui a écrit énormément et qui semble être le plus près de la réalité du monde bamana, c'est le professeur Dominique Zan. Bon. Le malheur des Maliens, les Maliens ne lisent pas beaucoup. Ah, malheureusement. C'est vraiment regrettable. Le professeur Dominique Zan, bon, qui a écrit des livres très intéressants sur le Rambamana. Et parmi ses écrits, il y a les sociétés initiatiques en milieu bamana. Il y a l'antilope du soleil. Le professeur Zan est mort en 1991. Et avant sa mort, il a pris sa retraite comme professeur de sociologie, d'anthropologie à Paris 3, l'université René Descartes.
Parce que la Sorbonne a éclaté après les événements de 1968, C'est ça. à peu près en 3 universités. Bon, il a l'avantage de rendre hommage quand même à ses guides. Il rend hommage, je ne veux pas en parler ici parce que maman qui est la fou. Il rend hommage à mon père, Tchabi Koulibaly, qui a été son guide principal, et à Douane Amblé. Douane Amblé aussi était très versé dans les traditions africaines. Bon, ce sont ces gens-là qui ont guidé ses pas. Antilope du soleil, quand vous allez à Bamako, vous allez lire la préface. C'est en ce moment qu'il rend hommage. Beaucoup de chercheurs européens ne le font pas. Donc, c'est des gens libres. Tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait dans ce qu'ils disent. C'est à nous maintenant de reprendre les écrits et les compléter. Absolument. Voilà. Donc, ça, c'est la stratification sociale. Bon, le pouvoir politique revenait à un roi. Mais, en ce moment, est-ce que nous pouvons parler de contre-pouvoir? Ah, Parce que on parle de gouvernance. Vous parlez de gouvernance. c'est cela. On parle de gouvernance. Est-ce que c'était un dictateur? Est-ce que le roi était un dictateur? Est-ce que les excès du roi n'étaient pas contenus par un groupe social? Le rôle du Nyamakala, il est là. C'est lui qui dit la vérité. Donc c'est lui qui est là pour tempérer les excès du roi. Donc on peut considérer que le Nyamakala était le contre-pouvoir. Bon, donc comment était organisé le royaume? Bon, il y avait le pouvoir central, il y avait les provinces annexées. Bon, les provinces annexées, on peut parler du pays de Saro, c'était province annexée. On peut parler quand même de Samanyana Bashi. Bon, là aussi, c'était province annexée. On peut parler de Koré de Gwakuro. Tout ça, c'était des provinces annexées. Maintenant, quand le roi sent que, parce qu'ils étaient autonomes sur tous les plans, sauf sur le plan des impôts. Donc, il ramassait l'impôt, il venait le payer au niveau du royaume. Donc, dans l'histoire de Séoul, il y a très souvent des heures qui lient ces rotelés intégrés au pouvoir avec le pouvoir central. Et ça se termine par des guerres. Et les guerres ont leur conclusion que tout le monde connaît. Donc ça, c'est le pouvoir. Donc c'était, même si c'était une dictature éclairée où il y avait un contre-pouvoir. Bon. Et maintenant, comment se faisait la transmission du pouvoir? C'est cela. Comment se faisait la transmission du pouvoir? Bon, quand vous regardez un peu le royaume Bamana, la transmission du pouvoir se faisait par 2 voies. La première voie, les Koulibaly, c'est la voie patrilinéaire. De père en fils. De père en fils. Parce que quand Biton est mort, c'est son premier fils qui est monté au pouvoir, sur le pouvoir, c'est Ndjikoro. Après Ndjikoro, c'est Ali. Bon, le pouvoir des Koulibaly s'arrête là. Maintenant, après les Koulibaly, bon, jusqu'à l'arrivée pratiquement des Français, c'est la dynastie des Diarra. Donc comment se faisait aussi la transmission du pouvoir chez eux? Ça, c'est la façon collatérale. C'est de frère en frère. Bon, là, ça s'explique très bien, hein, parce que en fait, après Ngolo, celui qui vient directement après Ngolo, c'est le roi Monzon. Parce que Nji n'a pas régné. Nji est mort avant son père. Bon, c'est le roi Monzon qui vient. Bon, nous, Mamana, nous sommes natalistes. Nous ne sommes pas comme vous. Hein. Mais vous venez de chez nous. Oui, mais nous sommes natalistes. Nous sommes natalistes. Le super Biton le dit. Peut-être que les gens ne comprennent pas. Ni kote mamina, nyeti maloma. Ah, ça c'est sûr. Hein? Ni kote mamina, nyeti maloma. En koya, en bono di, en doundi. Donc,
le Bambara, si ce n'est pas maintenant, hein, le Bambara avait beaucoup de progéniture. Il était polygame. Le roi Mozon est mort en laissant 9 femmes, 9 épouses. Et combien d'enfants? 22 garçons et 17 filles. Et pratiquement tous ces enfants ont régné jusqu'à l'arrivée d'Archinard ici. À partir de 90 maintenant que les petits-enfants viennent. Donc ça c'est la méthode collatérale. Bon, il y a l'exception, hein. Même au Mandé, les chefs d'esclaves, ils ont dit qu'il Sakura. Sakura, il a régné. Il a régné. Oui, bon, ça c'est des exceptions. Oui, chez nous, ça a existé aussi. La période qui va de 1757 jusqu'à l'avènement de Ngolo, 1766, 9 ans, intermède. Bon, nous appelons ça le pouvoir Tonjon. Et là, il y a eu une usurpation. On parle actuellement de coup d'État, mais il y a eu une usurpation. Et ce sont les chefs Tonjon qui sont venus au pouvoir, jusqu'à l'avènement de Ngolo. Donc ça, c'est les périodes d'exception. Donc brièvement, c'est la méthode patrilinéaire et la méthode collatérale. Voilà, c'est ce qui prévaut. Bon, quant à la transmission du pouvoir. Maintenant, catégorie sociale, j'en ai parlé, j'ai dit 3. Ça, c'est vraiment la vie du commun des mortels. Mais les intellectuels qui ont beaucoup pensé sur ce système pensent qu'il y a 8 catégories sociales. Parce que le monde, selon les Bambara, le monde céleste, 4 éléments. 4 éléments. Il y a la terre, il y a l'air, il y a le feu, il y a l'eau. Ça, c'est les 4 éléments célestes. Ces 4 éléments célestes aussi se retrouvent sur la terre. 4 éléments célestes, 4 éléments terrestres. Donc, ça fait 8 éléments à peu près. Donc, ces 8 éléments-là se retrouvent aussi au niveau de la stratification sociale. Bon, ce qui nous amène à quoi? Bon, les 4 catégories sociales célestes, c'est généralement les prêtres, les guerriers, les nobles et les femmes. Donc, ça nous donne à réfléchir. Parce qu'on présente les sociétés là comme des sociétés phallocratiques. Oui. Bon, et la femme faisait partie des 4 catégories célestes. Bon, donc les 4 catégories célestes, c'est les prêtres, c'est les nobles, c'est les guerriers et les femmes. Les 4 catégories célestes maintenant, c'est les hommes célestes. Ce que vous appelez les soumans. Parce que ça, c'est les hommes d'expression qui maîtrisaient bien la science de l'homme. Donc, il y a les captifs ensuite, il y a les mercenaires et il y a les gens qui relèvent du commun des mortels. Voilà. Ça, c'est les 8 catégories sociales selon les spécialistes. Voilà. Donc, la femme fait partie de la première catégorie. Les 4 catégories célestes, ça se termine par la femme. Bon, voilà ce que on peut finalement dire sur la stratification sociale. Donc, autant dire que la femme avait une part très importante dans la société traditionnelle bamana. Oui. Elle n'était pas marginalisée, elle n'était pas reléguée en second plan. Du tout. La femme avait une place de choix. Ma bay Julie en milieu bamana. Ma bay sabay chez nous. Il y a la maman procréatrice. Ou le bas. Celle qui t'a donné la vie. Voilà. L'amoba. Celle qui t'a élevé. Voilà. Ani ladumba. Ni celle qui t'a en fait éduqué. Voilà. Ladumba, quand l'homme arrive à la vieillesse,
Bon, il faudrait quelqu'un pour l'assister. Voilà, c'est la femme qui fait ça. La femme. Voilà. Donc, la femme qui te met au monde, généralement, ne te donne pas l'éducation. Généralement pas. Donc ça veut dire que la femme quand même avait une place de choix dans la société permanente. Parce qu'on parle de discrimination. L'Occident parle de discrimination, parle du problème de la femme. L'Occident va jusqu'à imaginer les projets tant qu'il n'y a pas le genre. Bon, nous ne finançons pas. Comme si nos femmes étaient laissées à elles-mêmes. Est-ce que ça, c'est pas mal connaître nos sociétés? Voilà. Bon, nos sociétés sont mal connues. Très mal connues par le simple fait. Quand tu regardes une société avec l'œil, quand l'étranger regarde la société avec ses yeux, il y a des subtilités que l'étranger ne peut pas détecter. Il faudrait que ce soit nous-mêmes pour détecter vraiment ces subtilités-là. Marcel Griol a écrit, il a fait 30 ans parmi les Dogons. Il a écrit beaucoup d'ouvrages sur les Dogons, mais après sa mort, les Dogons se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de vérités qui sont des mensonges. Et il faut qu'ils reprennent le tout. Voilà. Quand tu ne comprends pas la langue d'un peuple, comment tu peux écrire sa sociologie? C'est ça le problème. Maintenant, on a suffisamment parlé du royaume Bamana, de l'organisation sociopolitique. Comment s'effectuait la socialisation de l'enfant Bamana? Est-ce qu'il existait des mécanismes pour cela? Oui, il existait des mécanismes de socialisation, d'insertion de l'enfant dans le circuit social. Bon, les spécialistes européens parlent de société initiatique ou bien de société religieuse. Chez nous, nous parlons de Djo. C'est les sociétés d'initiation qu'on appelle les Djo. Bon, les sociétés d'initiation chez nous, chez les Peuls, chaque chose en Pateba parle de 9 phases. Donc chaque phase fait 7 ans. Donc, à 66 ans, 63 ans, l'homme a fini son enseignement et l'homme doit rendre l'enseignement maintenant à son entourage. Bon, chez nous, il y a 6 phases. Il y a la première phase que tout le monde connaît, c'est le Ndomo. Bon, la deuxième phase, c'est le Komo. La troisième phase, c'est le Nama. La quatrième phase, c'est le Kono. La cinquième phase, c'est le Chiwara. Et la dernière phase, on est là, c'est le Corée. Le Corée. Bon, à proprement parler, quand vous regardez la réalité en face, bon, est-ce que le Ndomo, c'est une phase? Bon, les spécialistes parlent de préphase parce que c'est les enfants. Les enfants qui ne maîtrisent même pas leur corps. Mais cette première phase-là, c'est la phase de la circoncision. C'est la phase de l'excision. C'est ça le Ndomo. C'est pour les incirconcis. Bon, ça se termine par la circoncision. Bon, la circoncision, l'Occident est là. On parle de mondialisation. L'Occident, son problème. L'Occident veut nous dicter sa vision du monde. Bon, l'excision et la circoncision reposent sur quoi? Bon, il faut lire peut-être Marcel Griol, Dieu d'eau. Et ce qu'il dit pour les Dogons est valable pour les Bamana, est valable pour les Yoruba, est valable pour l'Égypte pharaonique. Très bien, M. Koulibaly. L'homme naît, l'homme naît androgyne, c'est-à-dire porteur des deux sexes. Très bien. L'homme naît androgyne, porteur des deux sexes. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour Rite et Tradition aujourd'hui. Merci pour votre fidélité à Africable Télévision. Mais n'ayons pas peur de le dire et surtout, n'ayons pas honte de le reconnaître. Les intellectuels africains ont décroché tous les titres universitaires en vue d'Afrique, d'Amérique, d'Asie ou d'Europe. Cependant, n'ayons pas peur de le reconnaître et surtout, n'ayons pas honte de le dire,
ils demeurent encore et toujours des analphabètes culturels à l'entrée du vestibule de la mémoire perdue de nos ancêtres. Comment alors promouvoir ce que l'on ignore? Chauves-souris, ils sont d'Afrique, mais surtout d'ailleurs. La bouche noire, le ventre à Paris, la tête en Amérique, les yeux en Asie. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, prenez soin de vous, car chaque émission à Rite et Tradition est un questionnement. Ce que l'on apprend de la culture d'autrui, vaut-il ce que l'on oublie de soi? Fils et filles d'Afrique, il ne s'agira pas pour nous d'un retour aux sources. Oh que non! Il nous appartient de faire recours à nos sources pour construire le réel développement du continent. Convaincu qu'il ne saurait y avoir de développement économique, politique et social sans un rayonnement culturel adéquat. Car nul ne viendra construire l'Afrique à la place des Africains. Ciao, à la joie de vous retrouver, on ne peut plus nombreux une autre fois sur Africable Télévision.